organisateurs, comité d'organisation, à sa tête, c'est Hassan. Aussi, je remercie l'ISAF pour l'accueil et parler devant ce public avec ce parterre d'éminents conférenciers. Tout d'abord, c'est un honneur et aussi c'est une tâche très difficile. Mais pour atténuer cette difficulté, je vais commencer par la démocratie. Microsoft, il a fait un appel. C'est Brahim Tkoudou. Dans l'entretien, سميتك عندك ايميل لا ما عندكش لا لازم مايكروسوفت خصها تخدم شي واحد اللي انيسياتيف سي ابراهيم ما بقاش يبقى شومر باش واحد صافي من بعد دار واحد الغنضه كاملين السيد السرالي الله دار شركه ديال اللوجيستيك سي ابراهيم ولا مليونير مازال بغا دير مع انترفيو الصحفيه من نقدم لك السي ابراهيم وندخلوا للبلاطو الميكروطوري ديالك فلان بفلان ليميل ديالك السي ابراهيم لا ما عنديش ليميل وهي السي ابراهيم كاع كونتربرونور كبير ما عندوش ايميل اذا كون عندي ايميل راني نشاوش Cette anecdote, c'est pour parler de l'impact des technologies dans la vie des personnes. Moi, je ne vais pas évoquer l'impact, mais je vais parler d'autre chose. Je vais parler de la conduite du changement et du numérique. Et pour commencer, on commence par le constat. Vous savez que le Maroc, pour faire face au défi des numériques, il a essayé de proposer pas mal d'initiatives volontaristes. La dernière initiative, c'est la stratégie Maroc numérique, qui comporte 4 axes. Axe phare, c'est l'axe 1 de la transformation sociale. Et le projet 1, le projet où c'est phare, parce qu'il mobilise 20% du budget, c'est le programme GINI. Commencé en 2006, à la fin de 2013, et avant de donner les chiffres de ce programme-là, l'ensemble de l'axe de transformation, en termes de réalisation, remarquez qu'on n'a réalisé que un tiers des projets. Et presque plus que la moitié en abondance. Ça, c'est pour l'axe de transformation. Pour le projet GINI, avec un effort très considérable en termes d'équipement, il a atteint 85%, mais malheureusement, le taux d'utilisation est de 18%. Parmi les salles multimédiales qui ont été équipées, on a remarqué que 25% sont totalement fermées, seuls 75 sont opérationnels. Dans ce contexte, il est tout à fait naturel de se poser la question suivante. Quels sont les problèmes de cette disparité entre l'utilisation, avant l'utilisation, l'acquisition tout d'abord, et l'usage de la technologie? Donc, pour moi, c'est très clair que la technologie est indispensable. Plus que ça, c'est une fatalité. Mais l'utiliser, comme l'a évoqué Jacques Ellul, philosophe de la technologie, il faut différencier entre la technologie et l'usage de la technologie. Il a donné l'exemple du problème des accidents. Donc lorsqu'on a la technologie, il faut savoir l'utiliser. Mais comment l'utiliser? La pertinence en termes d'utilisation peut être expliquée par deux approches. Il y a l'approche technocentrique qui insiste sur le facteur technologique, plus d'autres facteurs logistiques, dans notre cas des facteurs pédagogiques, mais il y a une autre approche, c'est l'approche orientée facteur humain, ce qu'on appelle ici facteur ou la variable acteur. Et mon intervention va tout d'abord souligner l'importance de la conduite de changement,
la gestion des acteurs dans les processus stratégiques d'introduction des TIS, qu'on appelle les technologies d'information et communication en éducation, et modestement de contribuer à capitaliser l'expérience de ce programme-là à travers la proposition de certains éléments de recommandation. Donc pour ce faire, donc la première partie, on va la consacrer à l'introduction des TIS et de la conduite du changement pour présenter le programme et dresser les éléments de recommandation. Parler des TIS, c'est parler des modes d'utilisation au niveau des apprentissages. Et là, la classe maintenant n'a plus de monopole d'apprentissage, ni dans le temps, ni dans l'espace. Avec l'usage de la technologie, on peut avoir 4 configurations. La première, c'est lorsqu'on est toujours en classe, oui, et on étudie, on enseigne en même temps. Ça, c'est l'enseignement présentiel. Toujours on est dans la classe, mais on va l'améliorer avec l'utilisation des TIS. Par exemple, on peut utiliser les salles informatiques, les salles multimédia, les chariots, ce qu'on appelle les classes nomades, les classes mobiles. Deuxième choix, c'est l'extrême, c'est l'utilisation des MOOC, des plateformes e-learning, ce qu'on appelle la formation à distance. Et entre les deux, il y a 2 possibilités. C'est l'encadrant 2 et 3. Pour ce qui est du 3, c'est toujours le présentiel, mais en améliorant, en allégeant l'apprentissage, en introduisant des technologies d'information. Aussi, l'encadrant 2, enseignement hybride, c'est un mixage entre le présentiel et la formation à distance. Par exemple, monsieur le président de l'université a bien présenté l'approche e-learning avec les MOOC, avec les plateformes e-learning. Mais sachez que le programme GINI s'est focalisé sur l'encadrant 1, il n'a utilisé que le présentiel en introduisant les TIS en classe. Maintenant, quel est le choix plus adéquat? Ça dépend. Et lorsqu'on dit ça dépend, on est dans une logique de contingence. Ça veut dire que ça dépend de la situation, ça dépend des budgets, ça dépend de plusieurs facteurs. L'université a choisi un modèle qui est différent de celle des établissements scolaires. C'est tout à fait normal parce qu'il faut utiliser cette logique de contingence dans le choix des modes d'apprentissage. Donc, après cette introduction initiale, ce qui est des modalités d'apprentissage des TIS, j'ai bien souligné l'approche de contingence. Donc, il faut adapter nos choix d'apprentissage lorsqu'on utilise des technologies en fonction des situations, mais surtout, la plupart des recherches ont essayé d'expliquer la différence ou par exemple la performance des systèmes d'introduction des TIS, toujours selon des facteurs appelés facteurs hard, dans le domaine de l'informatique. Et je parle ici des facteurs de budget, facteurs technologiques, d'équipement, d'accès, facteurs pédagogiques, facteurs institutionnels. Mais on oublie pas mal de fois que le problème, c'est au-delà de la technologie. C'est dans le comportement des gens, dans la perception, dans la volonté d'utiliser et d'intégrer. Parce que le numérique, ce qui est intéressant, ce qui est très très extraordinaire, c'est que le numérique, il est porteur de valeurs. Et ces valeurs vont bouleverser nos comportements. Je donne l'exemple, d'ailleurs, elle a été évoquée par chaque collègue de CID. Donc, il a essayé d'introduire que le savoir, normalement, c'est toujours, il a le sens de passer des ascendants vers les descendants. Pour le numérique, maintenant, c'est inversé. C'est les enfants qui enseignent les adultes. Et ça, c'est un gap psychologique qu'il faut accepter et qu'il faut dépasser. Ensuite, le numérique est porteur de transparence. Et ça, c'est très intéressant dans l'administration. Est-ce que les gens veulent la transparence? Le numérique est porteur de valeur de partage. Est-ce qu'on est capable de partager l'information, qu'on estime que c'est une source de pouvoir? Donc, face à ces valeurs, est-ce que les gens sont capables d'accepter et d'adhérer dans cette nouvelle culture? D'ailleurs, j'ouvre des parenthèses pour vous dire que je représente ici la Fondation Maroc Numérique. Ça, c'est une association très récente qui travaille sur la culture numérique. La mission principale de notre existence, c'est de faire
d'éthique, un vecteur de développement de l'homme, avec H majuscule. Je ferme les parenthèses pour parler et essayer de trouver, parmi les recommandations des collègues, est-ce qu'on est dans la révolution, dans l'évolution? Et d'ailleurs, j'ai bien apprécié l'intitulé de l'acte avec R séparé de l'évolution. Parce que lorsqu'on parle du changement, on parle de généralement 4 configurations. Et c'est toujours en fonction de la façon comment on va introduire le changement et surtout de nos objectifs. Qu'est-ce qu'on veut de ce changement? Parce que le changement, ça peut être fait en changeant le paradigme. Et là, on est dans l'évolution ou la révolution, ça dépend de la façon comment introduire, comment piloter ce changement-là. Mais si on garde le même paradigme, d'ailleurs c'est le cas dans notre système d'éducation et d'enseignement, parce qu'on n'a pas changé l'approche d'enseignement, l'approche pédagogique. On est toujours dans la logique traditionnelle classique. En enseignement, je suis très convaincu qu'on n'est pas dans l'évolution de la révolution, on est dans l'adaptation, on est dans la reconstruction. Mais au niveau de l'économie, peut-être, on est dans l'évolution de la révolution. D'ailleurs, je tiens toujours à prendre en compte les contextes. Le contexte maintenant économique marocain, c'est différent du contexte éducatif. Peut-être on est dans l'éducation, dans l'adaptation, dans la reconstruction, en attendant de réformer notre système éducatif, mais en économie, je crois qu'on est dans l'évolution. Et on va, Inch'Allah, être dans la révolution avec le numérique. Et d'ailleurs, je partage avec Lay ce passage-là, ce propos-là, qui dit que la révolution n'arrive pas lorsque la société adopte de nouveaux outils, piloter, de mieux moduler la profondeur et l'étendue de ce passage-là. C'est d'où l'importance de la conduite du changement. Mais comment conduire ce changement-là? Tout d'abord, il faut commencer par le diagnostic, et surtout le diagnostic contextuel. Parce que les changements, comme on l'a évoqué, c'est un processus, tout d'abord psychosocial, et c'est un processus cognitif qui est lié au schéma représentatif, à la perception des gens. Mais pour essayer de changer ces perceptions et par la suite les comportements, il faut bien comprendre le contexte, surtout le contexte culturel et le jeu de pouvoir dans une organisation, dans une société. Lorsqu'on parle de la logique ou l'analyse culturelle, par exemple, si je prends par exemple notre contexte de l'éducation, je vois mal faire le changement sans comprendre certaines choses. Par exemple, notre paradigme au niveau du système éducatif, il est centré sur le savoir, sur l'enseignant. Ce n'est pas orienté étudiant ou élève. D'ailleurs, on ne peut pas comprendre le système marocain sans parler des mythes. Au Khmar, on est trop attaché, surtout les adultes, aux manuels, parce qu'on a cette perception. On ne peut pas comprendre, et ça c'est intéressant, le symbole, comment on l'utilise. Comment imaginer introduire l'éthique, et au niveau des examens de bac, on affiche avec une grande banderole, interdit d'utiliser les technologies. C'est pas normal. Donc, comprendre le contexte culturel est quelque chose de primordial. Ensuite, il y a le jeu d'acteurs qu'il faut aussi maîtriser. Dans un système qui est trop politique, où il y a trop d'acteurs, il faut diagnostiquer le jeu de pouvoir. Par exemple, pour tout processus de changement, il y a des engagés, et il y a des opposants. Et au milieu, il y a des gens qui existent. Généralement, dans la littérature, on parle de 10 à 20% d'engagés, 10 à 20% d'opposants, mais la majorité, 60%, c'est hésitant. Donc il faut travailler sur les hésitants. Comment? En mobilisant les engagés comme effet d'entraînement, comme des leviers. D'ailleurs, pour le cas par exemple du programme Gini, les directeurs d'établissement sont parmi la majorité des hésitants. Et d'ailleurs, qu'on va devoir par la suite, comment on a traité ces directeurs dans le cadre du programme Gini. Pour les styles de conduite de changement, généralement, ça diffère selon le contexte. On peut parler de la formation, de l'accompagnement et de la communication comme élément de changement des perceptions et des schémas représentatifs.
pour essayer d'éclairer la visibilité, d'avoir la visibilité. Et aussi, il y a d'autres moyens orientés, coercition, direction. D'ailleurs, il faut remarquer qu'on peut parler de plusieurs styles, mais la solution la plus optimale, c'est essayer de mélanger, de mixer entre les différentes approches. Utiliser toutes les approches de façon appropriée. Il n'y a pas un seul style qui est très performant. La combinaison, la solution mixte est une solution très performante. Donc, pour gérer un peu du temps, je passe directement à la présentation du programme GENI. Ça, c'est un programme initié en 2006. C'est initié en 2005, mais l'année scolaire 2005-2006. Et la stratégie, c'est pour 3 ans. Elle comporte 3 projets. Projet d'infrastructure, de formation et ressources numériques. Première remarque, il n'y a pas d'axe dédié à la conduite du changement. On a dans la tête, lorsqu'on a démarré le projet, que le facteur technique, les facteurs technico-économiques sont les garants de la réussite. Concernant la formation, mais on n'a formé que les enseignants. On ne s'est pas intéressé aux autres acteurs du système, ni les directeurs, ni les inspecteurs, ni autres acteurs. Avec l'amélioration, donc on a fait le moratoire en 2008, on a essayé de faire une évaluation, on a remarqué que par exemple 25% des salles sont fermées. Mais pourquoi? Parmi les 75 qui sont fermées et ceux qui sont opérationnels, l'état est lamentable. Il y a un taux de sous-utilisation très élevé. C'est pourquoi on a essayé d'améliorer le processus du programme GENI en adoptant la version 2 qui contient maintenant axe numéro 4, développement des usages. Comment essayer de mener les gens à intégrer l'éthique dans l'organisation pédagogique. À travers cette amélioration, on a pu s'améliorer, mais toujours on est dans l'approche de présentiel avec des technologies numériques, mais avec un papier très limité. Donc, ce qu'on propose à travers ces éléments de bilan, je vais citer, donc j'ai énuméré 8 éléments. C'est que la stratégie du programme GENI, la stratégie d'intégration ETIS au Maroc, est très limitée. Remarquez que ce qu'on appelle les écoles satellitaires, le nombre des écoles satellitaires, donc c'est 13 000. Donc on a discriminé cette partie-là, qui représente 20% du nombre des étudiants. Ensuite, il y a une faible synchronisation parce qu'on n'a pas fait les axes en même temps. On a fait l'équipement, après 2 années, on a fait l'accès à l'Internet, on a fait la formation, donc il n'y a pas de synchronisation entre les différents axes. Ensuite, il n'y a pas de priorisation, dans la mesure que on n'a pas tranché, est-ce qu'on veut équiper le primaire, ou le collège, ou le lycée. Il y a des allers et des retours entre des choix. Et d'ailleurs, ces allers-retours, généralement, c'est avec une logique politique. J'insiste surtout sur la gestion limitée, le pouvoir délié. Il y a trop de structures qui interviennent dans le programme. Et surtout, il y a un taux de rotation considérable. Parce que, avec l'énergie de départ, les réformateurs, les membres des équipes quittent le programme parce qu'il n'y a pas de motivation. Et surtout à la fin, le programme a été handicapé par les maux du système, les défaillances du système éducatif. Comme proposition, donc, je peux proposer qu'il faut changer d'approche en faisant des recours aux appels à projets. C'est inutile d'imposer du matériel technologique à une école, à un établissement contre gré. Donc, essayez de faire des appels à projets, mais toujours en insistant sur ce qu'on appelle l'effet d'entraînement, en choisissant un échantillon des alliés,
d'école, là où on peut faire réussir l'expérience, même des succès à court terme. Aussi, je peux proposer que la motivation des enseignants est très intéressante parce qu'on doit introduire cette formation dans le développement des carrières. Aussi, on peut proposer de valoriser les bonnes pratiques pour donner l'exemple. Et l'implication, à la fin, numéro 8, l'implication participative des acteurs au niveau des territoires. Parce que lorsqu'on a proposé Génie, on n'a pas impliqué les acteurs, surtout du système éducatif au niveau des provinces, au niveau des AREF. Et la dernière remarque, c'est concernant l'approche de convergence entre le public et le privé pour un modèle économique. Et d'ailleurs, je fais référence ici au modèle turc. C'est presque la même chose, projet Fatih. Les tablettes qu'on va utiliser pour équiper les salles sont produites au niveau local. On a créé une société spécifique pour ce projet. Ce n'est pas le cas au Maroc parce qu'on fait toutes les acquisitions de l'extérieur. Et pour terminer, j'utilise la métaphore de la grenouille. Essayez d'expérimenter, de prendre par exemple une grenouille et de la mettre dans de l'eau chaude. Immédiatement, il va sauter. Il y a de la résistance. Mais si vous prenez maintenant une casserole avec de l'eau froide, à 12 fous, vous mettez la grenouille, et bien ça rend lui. Parce qu'il ne va pas résister, il va s'adapter facilement avec le contexte, et à la fin, c'est la mort. Je crois, observer l'éthique au Maroc, c'est donner du temps au temps. D'ailleurs, François a rappelé, il y a le temps mûrit toutes les choses. Et toutes les choses, parce qu'elles sont mûries, ça mène, ça donne de l'importance. Je vous remercie.